Donc, les études de doctorat, après cette rencontre, je dirais pas par hasard, mais un peu par hasard, avec Pierre Bourdieu, parce que je dirais naturellement, compte tenu des relations que j'avais avec Céline Saint-Pierre, en allant en France, j'aurais dû aller chez Alain Touraine. J'avais été professeur à l'Université de Montréal pendant un semestre. Et soit sa théorie, finalement, j'aimais bien Touraine, le professeur, parce que c'est un très bon orateur, avec une connaissance de tous les pays, surtout du monde, mais surtout de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est et tout ça. Donc, avec une vraie problématique de développement de ces pays-là. Une dimension aussi de connaissance de l'histoire. J'avais peut-être une hésitation, c'était de dire qu'il y a trop de gens au Québec qui ont travaillé avec Touraine. Il y a saturation. Il y avait Céline Saint-Pierre, il y avait Louis Maheu, il y avait David, il y était 4 ou 5 qui avaient travaillé avec Touraine, qui travaillait sur les mouvements sociaux. Quoique ça, mon travail sur le mouvement communiste, j'avais analysé un petit peu comme mouvement social, mais plus comme mouvement politique, comme parti. Donc, je n'adhérais pas tout à fait à l'utilisation de cette problématique, même si je connaissais bien je me suis dit, bon, j'ai besoin de quelque chose, et j'avais commencé à lire les travaux de Bourdieu. Il y avait cette théorie de la pratique. Je connaissais aussi son lien entre son intérêt pour l'anthropologie. Il avait commencé par faire du terrain en Algérie, et donc il avait ensuite fait de la sociologie, et peut-être cette ambition de faire une sociologie, une théorie de la pratique. Le jeu de mots, j'aimais bien. Il avait dit une autre chose, je veux former les 30 meilleurs sociologues au monde. J'ai dit, bien là, une bonne raison de partir et d'aller chez Bourdieu, qui n'était pas vraiment... Bon, il avait publié en 68 le métier de sociologue. En 70, bon, la reproduction, et il préparait son travail sur une esquisse de la théorie de la pratique. Et donc ça, c'était ce qui m'intéressait peut-être le plus chez Bourdieu. Bon, est-ce que sa problématique en termes de classe sociale aurait pu être quelque chose qui m'interpelle? Probablement que c'était aussi quelque chose qui, de par mon origine, je me disais, bon, quelle est l'influence finalement d'une origine sociale? L'occupation du père, l'occupation peut-être de la mère, mais les intérêts. Le milieu familial, quelle est l'influence du milieu familial? Et je m'interrogeais probablement aussi sur ce que ça pouvait signifier que d'avoir été le fils d'eux. Et je pense que cette dimension-là m'a toujours intéressé. Peut-être que je n'ai pas poursuivi suffisamment d'études, mais de savoir quelle est l'origine sociale de quelqu'un, pour moi, quand même, je dirais une variable importante, significative. Donc, dans certains travaux plus... quand je fais des portraits d'eux, ou des biographies d'eux. Quand j'écris un texte sur Édouard Montpetit, un texte sur Falardeau, un texte sur Bordua, sur les biographies de Mauss et de Durkheim, cette question est toujours présente. Là. Et comment aussi comment on réussit parfois à échapper à son destin. Donc, un peu, est-ce qu'on a la capacité de faire autre chose? Et qu'est-ce qui nous donne la capacité de? Ce sont finalement des tremplins, des fois des opportunités. L'étude peut en être une possibilité. Effectivement, des rencontres, des mariages peuvent aussi. Des éléments. Donc, dans une vie, il y a à la fois je dirais des opportunités, des tremplins, et des éléments ou des conjonctures qui nous permettent d'avoir la capacité de faire... d'échapper à ce destin, même si on n'y échappe jamais totalement. Je pense qu'on n'y échappe jamais totalement. C'est peut-être dans la manière de faire. Je pense que avoir le fils d'un industriel, je me suis dit, bon, j'aimerais peut-être faire... et je trouvais des fois une rationalisation quand je choisissais une carrière d'universitaire et de recherche, que j'avais toujours un sentiment d'être, à la limite, un petit entrepreneur.
C'est-à-dire, je gérais, oui, ma carrière comme une petite entreprise. Je ne dépendais pas, disons, d'un patron en tant que tel. Je pense que j'aurais... Par exemple, mon frère qui est jumeau, je pense qu'il aurait pu peut-être travailler dans une administration, mais je pense que le fait de se retrouver, disons, salarié, dépendant d'eux, il y avait une espèce de refus, peut-être de par son statut d'origine, de cette situation. Le professeur te permet, peut-être qu'il y a l'administration qui te domine, peut-être qu'on ne le voit pas suffisamment, qu'on le voit, là, on se révolte, mais le directeur, bon, il est là, mais je pense que tu gères, tu as ce sentiment d'être, oui, oui, tu gères ta carrière et tu as des projets de recherche, tu as des subventions de recherche. Donc, tu as même un rapport, tu as des contrats de recherche que j'ai eu par ailleurs. Donc, j'avais un peu... je m'étais peut-être dit, peut-être en fin de carrière, je ferais un peu aussi de consultation. J'avais un secteur d'intérêt qui est celui de la sociologie de la culture. Je travaillais en consultation des fois avec les musées, des choses comme ça, avec... je me suis beaucoup intéressé aussi à l'architecture. Et donc, je me suis dit, bon, il y a probablement aussi un travail de consultation qu'est-ce qu'on peut faire comme sociologue lorsqu'on bâtit un nouveau campus ou lorsqu'on construit, bon, des édifices comme la Place des Arts. Bon, il y a un point de vue qu'un sociologue peut avoir. Donc, peut-être un peu toujours ce rapport. Je suis jamais devenu un grand entrepreneur en sociologie, mais j'avais ce sentiment d'échapper, pas nécessairement au salariat, mais d'échapper à une forme de prolétarisation qui aurait pu être, je pense qu'il y avait, et d'avoir surtout une autonomie très grande et, dans ce que je faisais et dans la possibilité de faire plus que ce qu'on pouvait faire. Donc, il y avait un peu cette autonomie et cette incitation à faire un certain nombre de choses. Donc, la rencontre avec... donc, pour ça, les questions d'origine sociale, dans les travaux de Bourdieu, m'ont toujours interpellé. Et j'aurais aimé consacrer plus de temps, disons, à ça. De telle sorte que parmi même les premiers travaux que j'ai faits en revenant, il y aura des travaux sur la démocratisation du système d'enseignement. Une première enquête que j'ai faite, bon, il reviendra, c'est sur, au fond, les conditions de vie des étudiants universitaires au Québec, au milieu des années 80. Mais revenons un peu peut-être à Bourdieu. Bon, Bourdieu n'était pas au fait de sa gloire. Bon, il n'était pas encore au Collège de France. Il avait quand même publié. Il y avait quand même déjà une équipe de recherche. Mais il y avait une grande disponibilité à ses étudiants. Je pense avoir été un des premiers étudiants de doctorat qu'il ait eu. Donc, parce que le problème de Bourdieu, c'est qu'il était agrégé de philosophie, c'est un avantage, mais il n'avait jamais eu son doctorat d'État. Il avait refusé, une fois connu. Ce qui l'empêchait, par exemple, de diriger des doctorats d'État. Bon, après, ça va se régler, mais donc, il y avait ceux qui voulaient faire un doctorat d'État devaient s'inscrire avec un autre directeur, et lui était le directeur en cachette, donc il y avait... mais en même temps, donc, il y avait une plus grande disponibilité à ce moment-là, et j'aimais bien, finalement, ce type de formation qu'il donnait. C'était à l'École pratique des hautes études, qui deviendra par la suite l'École des hautes études en sciences sociales, qui était une école un peu marginale, différente, disons, des facultés universitaires, sauf que nous, on avait notre diplôme EPHE Sorbonne. Et la soutenance avait lieu dans les locaux de la Sorbonne. Mais c'était quand même une école qui n'avait pas tout à fait le même statut. Les professeurs, et encore aujourd'hui, une espèce de statut différent, même si l'école des hautes études a connu un tel dynamisme qu'en sciences sociales et dans un certain nombre de disciplines, ils sont meilleurs que les départements universitaires. Et il y avait à cette école-là un groupe, bon, il y avait Touraine, il y avait Morin, il y avait Barthes, il y avait Friedman qui donnait des cours, mais il y avait ensuite Poulinsas qui est venu donner des charges de cours. Il y avait Bourdieu, il y avait des anthropologues qui viendront ensuite, Auger et tout ça. Donc, c'est devenu finalement un des grands centres de recherche et d'enseignement. Et c'était surtout, l'avantage, c'était uniquement des études supérieures, doctorat. Bon, et toujours sous la forme d'un séminaire. Et le professeur avait comme obligation, non pas d'enseigner au sens traditionnel du terme, mais de présenter finalement le fruit de ses propres recherches. Et donc, c'était une formation à la recherche par la recherche. Et ça, je pense, c'était quelque chose que on a un peu à l'Université de Montréal ou dans d'autres universités québécoises au niveau des études de maîtrise, du doctorat. On a peu, mais là, c'était une exigence inscrite dans les statuts.
Et de telle sorte que, par exemple, pas Rioux, mais Bourdieu ne racontait jamais les choses qu'il avait déjà écrites. Il considérait qu'il fallait avoir lu ce qu'il avait écrit. Il représentait finalement les choses sur lesquelles il travaillait. Avec un, c'était pas un grand orateur, c'était pas un grand professeur. Il le deviendra lorsqu'il sera au Collège de France avec beaucoup d'arrêts, beaucoup qui s'appelaient, on appelait ça il ouvrait des parenthèses. Parce qu'au fond, c'est une espèce d'esprit, de démarche toujours réflexive. Il dit quelque chose, et là, il s'arrêtait. C'est comme je disais, bon, je m'arrête. Bon, ce que j'ai dit, finalement, m'amène à penser telle ou telle chose. J'ai peut-être dit une connerie, bon, mais remettons ça dans le contexte. Et là, il continuait. Et souvent, il ouvrait une autre parenthèse. C'était parenthèse dans les parenthèses, non, ça devenait... Et à un moment donné, il dit, je reviens à mon sujet principal. Et ce qu'on regarde, disons, ces leçons actuellement qui sont publiées sont difficiles à lire parce qu'il y a toujours même... c'est pas uniquement l'oral, mais c'était sa façon de penser avec cette dimension réflexive. C'est-à-dire, je dis telle chose, mais en le disant, je pense, et ça m'amène à atténuer ce que je vais dire. On va voir dans ces cas. Des fois, il y a une certaine forme de modestie. On va dire fausse modestie en disant, bon, je m'avance trop loin. Oui, c'est une belle formule, mais ce n'est qu'une formule. Et ce qu'il nous enseignait, c'est à la fois les résultats de ses recherches, mais aussi, pour reprendre son expression, c'est des habitus de chercheurs, des habitus scientifiques. Comment faire de la recherche? Tout simplement cette réflexivité qu'il avait. Le type de questions qui se posaient était toujours une recherche en train de se faire. C'est pour ça que la revue, j'étais là quand elle a publié sa revue Les aides de la recherche en sciences sociales. C'était quand même une revue qui se voulait présentant, dont le titre veut dire la recherche en actes. Et donc, on publie des textes qui ne sont pas nécessairement encore terminés. Ça peut être finalement... Et donc, avec beaucoup de documents de première main. Ça peut être des partie de l'entrevue, ça peut être une citation. Et donc, il y avait un peu ce qu'on apprenait, c'est à la fois quelle était sa théorie, mais comment faire, disons, de la recherche en tant que telle. Comment utiliser, finalement, des auteurs. Et donc, il nous invitait... une des choses importantes, c'est qu'il nous faisait découvrir des auteurs. À ce moment-là, donc, en sociologie, en anthropologie, en philosophie. C'est vrai qu'il était directeur des éditions de Minuit. Bon, ils avaient fait traduire Goffman. Donc, même s'il n'était pas toujours proche de Goffman, même si j'avais connu Goffman et les travaux ici, bon, pour les Français, c'était très important à ce niveau-là. Panofsky, qui est un philosophe, historien allemand. Bon, c'est bon, si vous voulez connaître mes travaux, bon, vous devez le lire. Wittgenstein, bon, tu vois, il revenait. Bon, ça dépendait des périodes, mais il y avait toujours les linguistes, les sociolinguistes anglais ou américains. Donc, et après, ce sera les économistes américains. Donc, il y avait quand même à la fois cette culture philosophique, mais aussi cette culture en sciences humaines très large. Donc, j'ai quand même écrit, on donné un petit texte sur Pierre Bourdieu. Ça s'appelait, après sa mort, j'ai écrit peu de textes sur Bourdieu. C'était dans une revue qui s'appelle Awal, une revue d'études berbères, qui était une des étudiantes de Bourdieu qui avait écrit ça, et ça s'appelle Pierre Bourdieu, la sociologie est un sport de haut niveau. C'est-à-dire, au fond, la sociologie n'est pas... D'après moi, ce que j'avais connu de Bourdieu, la sociologie n'est pas uniquement un sport de combat. Bon, j'étais engagé, moi, je le voyais engagé, mais je ne voyais pas Bourdieu comme un militant. Et il m'a paru toujours très distant du militantisme et de la partisanerie. Et on en a fait finalement un sport de combat. Je trouvais ça un peu... Donc, je disais, il y a deux choses que Bourdieu dit. Oui, c'est un sport de combat, il faut être engagé, mais c'est un sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut se préparer. Il faut être... Ils trouvaient finalement que les sociologues de la formation qu'ils avaient en Europe, en France, n'était pas assez sérieuse et que, bon, en sociologie, ils se disaient un peu n'importe quoi. Et donc, il fallait faire une vraie discipline scientifique. Et lui-même avait eu le sentiment que pour sa génération, la sociologie était une discipline pareille. On n'avait pas ce sentiment-là ici au Québec. D'avoir quitté la philosophie pour aller en sociologie, c'était presque une démotion. On n'avait pas ce sentiment-là. Lui avait probablement ce sentiment. Il voulait prouver que la sociologie était une vraie discipline à la hauteur d'eux.
ses ambitions. Donc, on partageait un peu ce... Et donc, je raconte un peu comment... quel était le contexte, finalement, de ce séminaire, de l'équipe, finalement, qu'il avait constituée. Et on pourrait dire, finalement, pour résumer, la démarche sociologique pouvait se résumer, finalement, en deux propositions toutes simples. Toutes les relations structurales et toutes les constructions sociales. Donc, je trouvais ça deux beaux programmes. Et pour qualifier sa propre perspective, il parlait de structuralisme génétique ou tout simplement d'analyse structurelle. Et il aimait bien être provocateur, par ailleurs. Il attaquait, disons... Il était fasciné par Sartre. Il écrit un très beau texte sur Sartre, mais en même temps, il était très critique de Sartre. Même chose pour Lévi-Strauss. Très fasciné par Lévi-Strauss, mais en même temps très critique. Et son petit essai sur la maison kabyle, un très beau texte sur les catégories de pensée. Bon, tu sens que, bon, il était très proche de Lévi-Strauss. Puis à un moment donné, finalement, il a... oui. Il dit, bon, il manquait qu'une petite chose seulement à faire, à ajuster finalement le système, ça pouvait marcher. Mais j'étais obligé de tordre la réalité. C'est un peu une belle critique, ça. Est-ce que Lévi-Strauss a tordu la réalité pour entrer dans son schème de pensée? Peut-être. Donc, il y avait un peu ce point de vue. Mais pour lui, la théorie n'était pas nécessairement un credo ou une doctrine, mais c'est un cadre conceptuel permettant l'élaboration d'une hypothèse qui devait subir l'épreuve, disons, de la vérification. Il aimait à rappeler que la sociologie marche avec de gros sabots. Donc, il y a ces formules-là. Souvent, on prouve ce qui est évident. Et que le plus souvent, disons, on prouve des évidences. Pour le citer, il terminait en disant ce qui est déjà beaucoup. Prouver des évidences, prouver ce que tout le monde sait déjà. C'est déjà beaucoup. Il y avait un peu ce rapport provocateur, des formules. Il voulait évidemment faire de la sociologie une véritable discipline scientifique dont il cherchait surtout à préserver, de ça à tout prix, l'autonomie qu'avait acquis, disons, cette science, disons, dans nos sociétés. Je pense que c'était ça, l'engagement qui apparaissait le plus fort lorsque j'étais étudiant, c'était de défendre l'autonomie de la discipline contre tous les pouvoirs. Religieux, politiques et probablement académiques aussi. Donc, avec un rapport finalement aussi ambigu à la discipline et à sa propre carrière, parce qu'il y a un très beau texte qu'il va écrire à la fin de sa vie qui s'appelle une autobiographie, esquisse d'une autobiographie, où il développe la notion d'habitus clivé, à la fois dominé et dominant. C'est-à-dire, lui qui est fils de milieu plutôt salarié, pas très aisé, de province, qui a vécu finalement son arrivée à Paris comme étant une forme de difficulté. Il sentait la stigmatisation et tout ça, et qui a réussi finalement à s'en sortir par, au fond, l'école républicaine et par l'école normale, même s'il était même à l'école normale mal vu par sa manière de se tenir, mais il se servait parfois, utilisait son professionnalisme et son handicap presque de manière provocatrice en faisant valoir. Donc, il avait cette capacité de jouer entre les deux. Il y avait effectivement, je pense que sa grande force, c'était qui était à un moment où les sociologies et l'anthropologie se spécialisaient, se professionnalisaient, se spécialisaient, cette capacité, disons, de développer une anthropologie, une sociologie générale au carrefour des différentes disciplines. Il s'inspirait beaucoup de l'anthropologie, il s'inspirait beaucoup de la linguistique. Il écrit un livre qui est très beau, Ce que parler veut dire. Et donc, cette capacité de mobiliser les différentes connaissances, je disais tantôt aussi l'économie, pour élaborer finalement, de nous inviter finalement à faire de la recherche et d'acquérir, disons, je pense, des éléments de cette sociologie générale qui comprenait, d'après moi, disons, trois niveaux. Il y avait une théorie de la connaissance scientifique, ou de la sociologie comme science, qui est important. Son métier du sociologue. Il disait bien que la sociologie était une science, mais pas une science comme les autres, qu'il y avait un objet qui parle.
Déjà, il considérait bien qu'on devait faire une science objective. Et en même temps, bon, c'était pas si facile, donc il parlait plutôt plutôt que de chercher à atteindre l'objectivité, il parlait d'une objectivation participante. Ça, j'aimais beaucoup cette expression-là. C'est partie prenante de la société. Tu cherches à... Et donc, c'est la même chose par rapport à l'universalisme. Oui, mais c'est une forme d'universalisation. Donc, il y a toujours des particularismes, il y a aussi des impérialismes qui peuvent imposer des universalismes, donc il était conscient de tout ça. Donc, il y avait quand même cette réflexion sur la science et il disait, bon, il faut toujours avoir une capacité de réflexivité, sans se transformer en épistémologue. C'est-à-dire, au fond, il disait toujours, comme un coureur, s'il se regarde courir, il risque de s'enfarger. Un anthropologue qui commence à réfléchir tout le temps, ou un sociologue, sur ce qu'il est en train de faire, il risque de faire ne pas faire ce qu'il doit faire. Effectivement, tu t'en vas, tu dérives d'un ouvrage proprement épistémologique ou philosophique, c'est autre chose. Donc, il y a un peu toujours cette... et donc, il y avait cette défense d'une réflexivité et d'une réflexivité aussi sociologique. De savoir, finalement, que... la trajectoire que tu as suivie, la position que tu occupes dans telle institution plutôt que telle autre. Il faut que tu en sois conscient, même tu ne peux pas nécessairement y échapper. Mais c'est le fait d'être conscient d'eux. Donc, lui, il était conscient un peu de sa position au Collège de France. Et en même temps, il ne pouvait pas y échapper. Il était quand même conscient du poids de sa trajectoire. Et donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire être capable de savoir que le type de réflexion, le type de sociologie que tu fais est dans cette obligation d'auto-socio-analyse. Je pense qu'on n'y parvient plus jamais totalement. Est-ce qu'on devrait obliger les étudiants à de suivre un cours d'auto-socio-analyse? Je sais qu'actuellement, dans les départements américains, y compris en anthropologie, on demande aux étudiants de suivre un cours presque... Il y a des profs qui donnent des cours largement orientés dans cette direction. Ils demandent aux étudiants de raconter leur propre vie, quoi, pour pouvoir arriver à une certaine forme d'objectivation de leur rapport à la discipline. Donc, je pense que c'est des leçons importantes. Et après, bon, il y avait cette théorie de l'action. Moi, j'ai beaucoup donné d'importance à cette théorie de la pratique, critiquant la notion d'action, de conduite, de comportement. D'autant plus que je m'étais intéressé, avant d'aller chez Bourdieu, à d'autres... Je m'étais intéressé à l'ethnoscience, à l'anthropologie. Je m'intéressais beaucoup aux travaux sur la connaissance dans différentes disciplines et en anthropologie de la connaissance. Et donc, j'avais beaucoup travaillé sur l'ethnoscience. Et le premier texte vraiment scientifique que j'ai écrit, c'était Bourdieu qui m'avait invité à le faire. C'était publié dans la revue française de sociologie. J'étais étudiant au doctorat. Et c'était, au fond, une réflexion critique ou théorique sur l'ethnoscience. Donc, il s'intéressait à ça. Il a voulu que je fasse un texte présentant l'ethnoscience, ce qui montrait finalement mes champs d'intérêt avec l'anthropologie. Et ensuite, je vais beaucoup m'intéresser aussi aux questions d'ethnométhodologie, Garfinkel et tout ça, là, qui était ensuite plus au pragmatisme américain, Mead et tout ça, pour voir, bon, qui m'a envoyé un peu à au fond, ce qui était central chez Bourdieu, ce qui est les catégories de pensée, les schèmes de pensée, les habitus en tant que tels, et le rapport finalement à l'action, à la conduite, et toute la question finalement, est-ce que c'est la culture qui nous est inculquée qui est déterminant de nos comportements, ou si ce sont les situations dans lesquelles on vit qui nous amènent finalement à négocier continuellement la signification de ce qu'on est en train de faire en tant que tel. Ça, j'aimais bien, disons, ce débat. Je pense que Bourdieu m'ouvrait finalement à ces débats, et c'est pour moi des questions que j'ai toujours eues en tête et qui ont alimenté mon enseignement, et qui peut-être, au fond, c'est un regret, on a toujours des regrets, ou une ambition, qui serait finalement de dire, je n'ai pas suffisamment eu le temps, je n'ai pas donné assez de temps pour faire finalement un ouvrage proprement théorique sur ces questions de théorie de l'action. Donc, autant le jeune homme sans conviction peut avoir une référence à ces questions-là. Comment croire? Il y avait aussi un projet d'ouvrage qui aurait été un peu éloge de l'indécision, c'est-à-dire sur la question des prises de décision. Que signifie, disons, la non-prise de décision?
Ce qui m'intéresse, c'est ces capacités qu'ont les acteurs de toujours prendre une distance, même par rapport à l'action, et par rapport finalement aux croyances qu'ils ont et aux valeurs qu'ils ont. J'aimais bien, je pensais Bourdieu qui m'a fait lire ce livre de Paul Venn sur est-ce que les Grecs croyaient en leur mythe. J'aimais bien finalement découvrir que même dans les sociétés archaïques, même par rapport aux mythologies, les gens, les sociétés avaient toujours une espèce de distance. C'est-à-dire que tu crois tout en ne croyant pas ou tout en sachant que tu es en train de croire. Et donc, tu vois, ça, j'aimais bien ce type de questions. Pour moi, c'est des éléments qui alimentent toujours mes enseignements et auxquels j'aimerais pouvoir consacrer du temps, mais avec probablement aussi des projets de recherche qui seraient liés à ça, mais c'est un peu plus difficile à défini comme un projet de prendre des situations de prise de décision collective. Par exemple, une assemblée de département. Bon, une clinique médicale, dont une salle d'opération. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes plus en mesure de suivre une routine? Bon, etc. Donc, ça, je m'avais beaucoup, disons, un conseil d'administration. Donc, je voulais prendre des situations comme ça pour voir un peu. Et d'une manière plus générale, ce qu'il y avait derrière tout ça, c'était l'opposition ou la distinction entre la question de la rationalité dans les comportements et de la non-rationalité. Je n'aurais pas dû dire l'irrationalité, mais la non-rationalité. Avec, au fond, l'objectif de cette réflexion serait d'amener finalement une critique, disons, de la théorie du choix rationnel, qui m'apparaît dominante actuellement, non seulement en sciences économiques et en sciences politiques, mais de plus en plus en sociologie et aux États-Unis. Donc, je dirais que de Bourdieu, il y a eu et toujours avec cette idée qu'il ne peut pas y avoir une réflexion théorique qui ne soit pas alimentée par un programme de recherche. Et Bourdieu était toujours très sévère face aux Américains. Donc, j'avais un collègue que j'aimais bien, par exemple Jeffrey Alexander. Il dit on ne fait pas la réflexion théorique uniquement comme commentaire de texte et critique de texte et systématisation d'une pensée. D'une systématisation, on va toujours... Il n'aimait pas les épigones, des choses comme ça. Donc, j'aimais bien la théorie, mais ce qu'il m'enseignait finalement en tant que tel, c'est qu'il ne peut pas y avoir de véritable, en sciences, élaboration théorique qui ne soit pas, disons, appuyée, alimentée, enrichie par des recherches empiriques. Et on regarde, disons, son travail, un peu, qui ramène peut-être aussi à Marcel Mauss, qui disait, on a un sociologue américain qui était venu le voir dans les années 30, il avait dit, bon, comment vous travaillez? Il avait dit, au fond, je travaille sur un objet, une question qui m'intéresse, et une fois, finalement, que j'ai terminé, je passe à autre chose. Je ne veux pas, finalement, passer ma vie, finalement, à radoter, à redire ils ont toujours la même chose. Et je ne veux pas non plus, et je ne pense pas qu'il serait possible de vouloir systématiser, et moi-même, je ne le ferai pas, l'ensemble, disons, de mon travail de recherche. Et ça, je pense qu'il y avait chez Bourdieu, et je pense que j'ai gardé un peu ce rapport au travail de recherche et au travail de réflexion. J'aimais bien une expression de Fernand Dumont pour revenir parler de la recherche comme étant une approximation successive. Tu avances, tu corriges. Est-ce qu'on fait des vérifications? C'est juste on peut falsifier une hypothèse, ça c'est un autre débat, mais j'aime bien cette idée de rapport théorie et recherche, et cette idée finalement d'une science qui soit, d'approximation successive, qui a permis, disons, à Bourdieu lui-même de corriger continuellement sa démarche. Il y a peut-être 10 notions d'habitus, et qui nous permet finalement d'éviter de s'enfermer dans sa propre doctrine ou dans son propre système théorique. Le seul problème, c'est que pour les étudiants ou pour les générations qui viennent, on dit qu'il nous manque un système théorique complet. Mais heureusement, je dirais.